toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé ce matin sur le sujet de la qualité de vie au travail. Nous allons patienter quelques instants, le temps de voir tout le monde arriver sur cette plateforme de webinaire. Installez-vous confortablement, peut-être avec un café, le mien est chaud ce matin, enfin. Et le temps de voir tout le monde arriver. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur cette plateforme de webinaire et bienvenue. Nous allons patienter 3-4 minutes, le temps de courtoisie pour laisser tout le monde arriver et s'installer et être psychiquement disponible à entendre ce qu'on va vous dire aujourd'hui sur cette fameuse QVT. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire qui va bientôt commencer. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer d'ici 3-4 minutes. Si vous nous regardez en replay, évidemment, avancez de 3-4 minutes l'enregistrement pour arriver directement au cœur du sujet de ce matin. Vous n'aurez pas ainsi le plaisir de nous entendre vous faire patienter pendant tout ce temps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui va commencer d'ici quelques instants. Soyez les bienvenus. On attend plus de 200 personnes ce matin, alors merci à tous ceux qui sont déjà en ligne et bienvenue à tous ceux qui sont en cours de connexion. Alors bonjour aux personnes qui nous suivent de webinaire en webinaire, bienvenue à la communauté des webinaristes des services de santé au travail du Grand Est. Bonjour à tous. Je reconnais par-ci par-là un nom ou deux déjà bien connus. Nous sommes heureux de vous retrouver sur les sujets évidemment transversaux, puisque que nous parlions de télétravail, que nous parlions de port de masque, que nous parlions avec vous de responsabilité de l'employeur, d'impact psychologique, psychosocial de la crise et ce matin de QVT, évidemment, tous ces sujets de webinaire sont complémentaires, indépendamment de votre secteur d'activité. Bienvenue à tous. Bonjour aux personnes qui sont en cours de connexion. Je vous propose d'attendre encore quelques instants. Le temps pour tout le monde d'arriver confortablement installé à ce webinaire consacré ce matin à la qualité de vie au travail. Bonjour et bienvenue à tous. Quelques instants encore d'attente. Merci pour votre patience. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue aux personnes qui arrivent sur ce webinaire consacré ce matin à la qualité de vie au travail. Nous sommes en cours de préparation et d'accueil des participants aujourd'hui, nombreux, pour ce webinaire consacré à la qualité de vie au travail. Bonjour et bienvenue aux personnes qui arrivent. Vous êtes au bon endroit si ce matin votre sujet de préoccupation, et pas ce matin uniquement je l'espère, est la QVT. Nous allons vous parler de la QVT comme une démarche globale, donc j'ose pas imaginer que vous y pensiez seulement ce matin. Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui arrivent sur ce webinaire consacré à la QVT. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à ce webinaire thématique transversale
sur la QVT comme démarche globale pour soutenir la reprise d'activité dans ce contexte, reprise post-Covid. Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons bientôt commencer. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts, pas trop dispersés. Je sais qu'on fait tous plusieurs choses en même temps en ce moment, encore plus que d'habitude. Concentrés sur ce webinaire consacré à la QVT. Bienvenue aux personnes qui continuent d'arriver sur ce webinaire. Nous n'avons pas encore commencé, mais nous n'allons plus tarder maintenant. Et je remercie des personnes arrivées à l'heure. Écoutez, je propose de commencer. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ce webinaire ce matin vous est proposé par GEST, l'association régionale qui réunit la vingtaine de services de santé au travail du Grand Est. Nous attendons aujourd'hui un peu plus de 200 personnes à ce webinaire consacré à la qualité de vie au travail comme démarche globale pour soutenir la reprise d'activité. Parmi vous, des entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des services de santé au travail, d'autres non, des partenaires, des institutionnels, d'autres services de santé au travail, mais pas d'inquiétude. Les informations que nous allons vous donner ce matin ne font évidemment pas cette différence. Et ce qui nous réunit ce matin, ce sont les questions que vous vous posez et les réponses que nous vous apporterons. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé au Travail à Strasbourg. Et ce matin, ce webinaire sera animé par nos 2 psychologues du travail, Diane Létrier pour Agestra et Pierre Demonceau pour Ardennes Santé Travail. Pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer par l'outil qui se trouve sur votre droite. Frédéric Gallois et Déborah Rotolo sont dans les starting blocks pour répondre à toutes vos questions. En fin d'intervention, je poserai quelques-unes de vos questions à nos 2 experts. Ce webinaire durera environ 1 heure, 1 heure et quart. Le replay et les supports de présentation seront disponibles très rapidement sur les sites internet des services de santé dont vous aurez les liens à la fin de cette présentation. Alors, nous allons commencer par aborder avec vous rapidement l'origine de la QVT. C'est ce qu'est donc cette QVT dont nous parlons tout ce temps, les enjeux de la QVT, de la qualité de vie au travail. Et puis, nous aborderons les outils d'intervention que vous pourrez déployer en entreprise, les actions concrètes possibles, et nous finirons avec les institutionnels qui œuvrent sur le sujet, et ils sont nombreux. Alors, je vais faire tomber tout de suite une idée reçue et bien ancrée. La QVT, ce n'est pas que la sophrologie de manière isolée une fois de temps en temps, ou bien qu'une séance de sport au travail de manière très isolée. Par contre, la QVT, c'est du sport. Et on va commencer cette séance avec Diane Leterrier. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas du sport, mais je me suis un petit peu échauffée quand même avant de faire cette présentation et ces quelques mots d'introduction, effectivement, de la QVT par rapport à votre reprise d'activité. Je pense que vous avez effectivement plein de questions par rapport à tout ça, à ce sujet. Et donc, je vais commencer tout de suite par cette introduction sur l'origine du concept de la QVT pour vous donner un petit peu quelques notions sur ce concept-là. Donc, il faut savoir que le concept de QVT est apparu dans les années 50. Donc, dans les pays anglo-saxons, suite en fait à une étude, enfin des travaux qui ont été réalisés par le Tavistock Institute de Londres, qui ont démontré en fait les limites du taylorisme et qui ont créé l'idée de l'optimisation jointe, qui est cette idée que l'efficacité des salariés dépend en fait de la qualité de leurs relations interpersonnelles, qui dépend aussi de l'organisation du travail et également des modes de production. Plus tard, donc on voit une évolution effectivement dans les années 60 où finalement aux États-Unis la qualité of work life donc est employée en fait le terme est employé pour la première fois en anglais.
suivi effectivement en 1972 de la première conférence internationale sur la qualité of work-life qui a réuni en fait l'ensemble des chercheurs internationaux et ils se sont réunis pour asseoir en fait les premières définitions sur la qualité de vie au travail. S'en est suivi effectivement entre les années 70 et 90 plusieurs approches différentes du concept, soit une approche plus orientée, centrée en fait sur les contraintes de travail, le poste de travail, notamment donc individuel de la part des anglo-saxons, et plus une approche centrée sur le collectif de travail, voilà, le dialogue social de la part effectivement des pays scandinaves. Donc on voit un petit peu des différences à ce niveau-là. Parallèlement, en France, il y a effectivement la création donc, de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en France dans les mêmes années. Donc, on parle d'amélioration des conditions de travail. On n'a pas encore le terme de QVT. C'est seulement effectivement à partir des années 2000 qu'il y a effectivement l'accord national interprofessionnel qui utilise volontairement l'expression en fait de qualité de vie au travail en 2013. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une légitimité qui commence à venir, et notamment aussi 3 ans plus tard, donc en 2016, avec la loi Rebsamen qui inclut le thème de la QVT dans le champ de la négociation annuelle des entreprises. Donc, ça devient finalement un sujet incontournable pour les entreprises. Alors, finalement, la QVT, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner quelques éléments de définition et puis on l'abordera aussi au travers de 6 grandes dimensions. Donc, il y a eu vraiment une évolution du concept en France. On est passé, comme je vous le disais, d'une approche, on va dire, négative, centrée un petit peu sur les risques, la souffrance au travail, vers une approche beaucoup plus positive, centrée sur la satisfaction au travail, le bien-être au travail. Donc ça a été vraiment un tournant majeur à partir des années 2000 avec les entreprises qui ont voulu effectivement innover, voilà, faire innover de nouvelles méthodes, de nouveaux modes d'organisation. Donc, on voit bien cette transformation et ça a été repris effectivement par les pouvoirs publics. Donc, l'ANACT définit en fait la qualité de vie au travail comme étant un ressenti personnel influencé par les conditions de travail et les organisations dans l'entreprise. Donc, finalement, on retrouve d'un côté les conditions d'emploi et de travail, le contenu du travail et encore un aspect majeur, cette capacité d'expression et d'action des individus par rapport à leur travail. Donc là, on voit bien que ces 3 éléments déterminent finalement la perception de la qualité de vie au travail. Alors là, je vais vous développer et vous présenter les 6 dimensions que l'on retrouve pour expliquer ce qu'est que la qualité de vie au travail. Donc, ça a été développé effectivement par l'ANACT et on retrouve c'est une marguerite finalement. Donc, en première grande dimension, on retrouve les relations de travail et le climat social, qui est un thème, une dimension très importante, on le verra par la suite. Le contenu du travail également, la santé au travail, les compétences et le parcours professionnel, l'égalité professionnelle pour tous et le management participatif et l'engagement. Aussi un thème très important dans cette marguerite. Donc, les relations de travail, pour vous traduire ça un petit peu plus concrètement, ça concerne effectivement les échanges entre les personnes. Ça concerne l'organisation effectivement de réunions internes, les modes de communication finalement, en termes de diffusion des supports internes, de rôle aussi des représentants du personnel, des instances, la création également d'événements conviviaux, l'existence de lieux de pause où les individus, les personnes peuvent aussi s'exprimer. On retrouve également donc, dans la deuxième grande dimension du contenu du travail, donc, la clarté du travail, comment le travail est défini. Est-ce qu'il y a une autonomie aussi dans le travail? Est-ce que les personnes, les salariés ont la possibilité d'organiser ou pas leur travail? Les moyens aussi matériels, humains, pour réaliser correctement leur travail, la clarté des consignes, la gestion aussi de l'activité et la répartition de la charge de travail. Concernant la dimension santé au travail,
c'est vraiment aussi la prise en compte en fait de la santé individuelle au travail qui est très importante, la diffusion du document unique d'évaluation des risques professionnels, hein, où on voit vraiment une vision globale aussi de tous les risques que l'on peut retrouver dans l'entreprise, la mise en œuvre d'un plan d'action, parce que c'est bien d'avoir une vision des risques, mais c'est bien aussi d'agir pour réduire et limiter ces risques, la prise en compte des risques psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques, l'aménagement également des lieux et des postes de travail et l'optimisation des déplacements professionnels. Concernant la dimension compétences et parcours professionnels, eh bien, on voit aussi des actions qui sont faites sur le parcours d'intégration, les entretiens individuels, la gestion des compétences, le plan de formation aussi, l'adaptation de ces compétences et l'utilisation des différents dispositifs. Concernant l'égalité professionnelle pour tous, ça va se traduire beaucoup plus par des actions concernant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, l'aménagement des horaires de travail, l'utilisation des outils de communication, bien sûr l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la pyramide des âges et la prise en compte du handicap. En dernière dimension, qui est très importante également dans cette QVT, c'est la dimension management participatif et engagement. Donc là, on voit vraiment la connaissance, effectivement, de la stratégie de l'entreprise, du projet d'entreprise. C'est important vraiment que ce projet et cette stratégie soient partagés finalement par tous. La clarté des rôles et des missions de chacun. La diffusion des procédures de travail, le temps d'échange sur le travail, la transparence de la politique de rémunération aussi, et enfin, l'information sur les changements à venir de l'entreprise. Merci. Merci Diane. Excusez-moi, je vous coupe la parole et je vous laisse finir, pardon. C'est bon, merci. Merci Diane pour ce rappel très précis sur ce qu'est donc cette QVT et bien certainement plus large que ce que nous pensions avant même ce webinaire. Quels sont les enjeux de la QVT, notamment à l'heure du contexte que nous vivons et de la reprise d'activité? Alors, il y a plusieurs enjeux. On va voir effectivement ces principaux enjeux en termes aussi de chiffres par rapport à cette reprise d'activité aussi. Comment on peut envisager voilà, cette reprise d'activité tout en assurant une qualité de vie au travail. C'est un enjeu qui n'est pas évident, c'est sûr, mais voilà, vous verrez, et on le développera par la suite, que vous avez pas mal d'outils voilà, pour initier effectivement les changements dans vos entreprises. Alors, 3 enjeux principaux que l'on découvre ensemble, effectivement. Déjà, un enjeu principal, c'est l'enjeu de marché en termes de concurrence, d'innovation, voilà, de nouvelles technologies aussi. Finalement, tout ce qui a un impact sur la qualité de l'engagement des salariés. On a également un enjeu sociétal en termes, par exemple, de gain de temps, par exemple pour les transports. Voilà, ça peut être tout ce qui prend en fait source dans la société, mais qui rend nécessaire des aménagements au sein de l'entreprise. Ça peut être même, par exemple, la création de crèches d'entreprise. Ça, c'est aussi un enjeu sociétal. Ça peut être au niveau aussi de la santé. Effectivement, comme la prise en compte de la charge de travail, de l'intensification du travail, en disant, bah voilà, on prend conscience que ça altère et ça peut altérer la santé des employés. Donc ça, c'est vraiment les enjeux globaux, on va dire, et on va un petit peu plus développer effectivement par rapport à la suite. L'objectif finalement principal quand vous essayez de mettre en place une telle démarche, c'est vraiment de mettre en place des actions qui permettent de concilier l'amélioration des conditions de travail des salariés et la performance de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment votre objectif et l'enjeu, j'allais dire, principal d'une telle démarche. Alors là, juste quelques chiffres à vous montrer pour bien prendre connaissance, effectivement, aussi de ce qu'on pouvait rencontrer en termes voilà, d'indicateurs sur la QVT avant la crise sanitaire. Donc, c'est un baromètre donc, qui a été réalisé par Malakoff Médéric Humanis en 2019 sur la santé et la QVT.
Et je vous montre en fait les principaux résultats. Hein. Si vous voulez retrouver l'étude, vous verrez sur Internet, vous pouvez trouver facilement le baromètre. Donc, on voit qu'en termes de satisfaction au travail, il y a 56% des salariés qui estiment que leur entreprise s'occupe de leur bien-être. Donc, chaque année, ils font ce baromètre, ils le mettent en place et on voit que par rapport à 2018, c'est 3 points de plus en termes de satisfaction au travail. Donc, les salariés sont beaucoup plus satisfaits. En revanche, concernant d'autres résultats, on voit par exemple concernant le résultat du rythme de travail, il y a 46% des salariés qui considèrent que leur rythme de travail s'est accéléré. Donc là, on voit qu'il y a encore des efforts à faire par rapport à cette thématique-là de rythme de travail notamment. Et enfin, on voit aussi pour la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, que 36% des salariés estiment que l'équilibre entre le travail et les engagements dans la sphère privée est pas toujours évident à trouver, et difficile même à trouver, ce qu'on peut effectivement comprendre aussi. L'étude, enfin ce baromètre met aussi à jour des différences régionales. Par exemple, les Bretons sont mieux lotis que nous concernant la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Mieux lotis que nous, salariés du Grand Est. Donc, on voit bien, voilà, ces résultats-là sont assez parlants par rapport à la QVT. Et voilà. Concernant effectivement d'autres résultats, parce que c'est important aussi de les mettre en parallèle pendant la crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu des évolutions ou pas au niveau de cette QVT? Donc là, c'est des consultations, donc c'est des résultats tout frais, hein, des consultations du réseau ANAC-TARAC sur le travail, donc qui ont été réalisées sur le travail sur site et le travail à distance pendant la crise sanitaire et le confinement. Donc ça a été réalisé de mars à mai 2020. Et on voit qu'il y a quand même 3/4 des salariés qui ont vu leur objectif de travail revisité en termes de résultats, en termes de délai. Par rapport aussi également à l'adaptation de l'activité, on voit qu'il y a 62% des salariés qui ont vu leurs horaires et leur rythme de travail aménagés. Donc là aussi, beaucoup de changements. Et enfin, dernier grand résultat, il y a plus de la moitié des répondants qui se sont vus confier de nouvelles missions. Là aussi, on peut voir ces différents changements et les enjeux par rapport à la reprise d'activité aussi. C'est-à-dire que la QVT, par rapport à votre reprise d'activité, je pense que c'est le bon moment pour initier le changement parce que ça permettra d'avoir un point de départ de réflexion sur les nouveaux modes d'organisation à réaliser, sur les nouvelles mesures à mettre en place, sur les nouveaux outils à adopter et finalement une nouvelle façon de penser le travail. Et ça fonctionne aussi pour accompagner le changement, c'est-à-dire vous avez besoin d'échanger entre vous, de participer tous ensemble autour de cette façon de penser en fait le travail et du coup ça va vous permettre de faciliter aussi une appropriation forcément des nouvelles mesures, des nouvelles méthodes et des nouveaux outils. Donc, c'est quelque chose qui est assez important aussi par rapport à cette reprise d'activité-là. Et enfin, le dernier enjeu, qui n'est pas des moindres, c'est le lien qu'on peut faire aussi avec les risques psychosociaux. En vous occupant de la qualité de vie au travail, eh bien, vous allez limiter forcément les contraintes de travail et permettre de prévenir plus tard les risques psychosociaux. Alors, quelques appuis aussi pour vous aider un petit peu dans cette mise en place d'une telle démarche ou d'une telle réflexion sur la qualité de vie au travail. J'allais dire la première ressource, ça va passer par une meilleure communication. Alors, une meilleure communication, ça va peut-être se traduire par des actions d'écoute, de dire, voilà, on écoute un petit peu les difficultés des uns et des autres qu'on a pu connaître, par exemple, pendant la crise sanitaire, informer sur les nouvelles mesures que l'on va pouvoir mettre aussi en place. Ça va passer aussi par des actions, effectivement, d'anticipation, de transparence aussi par rapport à la santé économique de votre entreprise, c'est-à-dire ne pas sur ces aspects-là pour éviter des craintes à l'avenir aussi,
par rapport à vos salariés. Donc ça, c'est au niveau de la communication. Il y a aussi des actions à faire où vous pouvez vous appuyer sur l'organisation du travail, accueillir effectivement ces transformations, essayer d'innover, de dire effectivement là il faut qu'on s'adapte, qu'on essaie de faire autrement et donc qu'on réalise finalement des retours d'expérience, qu'on parle de ça ensemble en disant est-ce que là on a bien fait ou pas, est-ce qu'il faut ajuster ou pas telle ou telle action. Enfin, j'allais dire les deux dernières dimensions et ressources qui sont très importantes aussi, ça va vous permettre aussi de vous appuyer sur l'interaction, l'échange, hein, le dialogue social, qui est un pilier aussi important de cette qualité de vie au travail. C'est se concerter, dialoguer, être participatif et se soutenir par rapport effectivement aux différents changements que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise. Et mieux se développer également. C'est-à-dire du coup, forcément, vous allez agir à la fois sur le collectif au niveau des interactions et sur le développement personnel et individuel, parce que l'individu va s'adapter aussi face à ces nouvelles organisations, nouveaux modes de production, se former, parce qu'on n'a pas toujours effectivement les compétences par rapport aux nouveaux outils aussi. Donc, ça va être se former par rapport à ces nouvelles mesures, évoluer, du coup, acquérir de nouvelles compétences et pouvoir s'épanouir finalement dans son travail. Donc, on voit bien aussi que ces enjeux de la QVT, c'est vraiment global et qu'on peut s'appuyer sur ces différentes dimensions. Je vous en ai pas parlé, mais je vous en parle. Il faut aussi du temps pour mettre en place ces différentes actions et c'est important de bien prendre le temps parce qu'effectivement, le changement est différent d'une personne aussi à l'autre. Donc, il faut que tout le monde avance en même temps par rapport à ces différentes actions. Donc, ça nécessite aussi un certain temps. Merci Diane. Votre intervention finit par une très belle transition pour laisser la parole à Pierre de Monceau pour rendre plus concret cette démarche raisonnée de QVT et les outils d'intervention. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on va aborder le point de l'action, comment se traduit une démarche qualité de vie au travail. Et on va voir ici qu'il s'agit avant tout d'une démarche raisonnée. Et donc je vais m'appuyer sur un modèle, le modèle Job Demand Ressources qui a été développé par Demirouti et collaborateurs en 2001, qui repose sur deux éléments fondamentaux, les ressources de travail et les contraintes de travail. Concernant donc les premières, les ressources de travail, donc il s'agit d'aspects physiques, psychologiques, sociaux, organisationnels du travail qui vont aider le salarié dans l'accomplissement de ses objectifs professionnels. Lorsque ces ressources sont satisfaites, en tout cas présentes dans l'entreprise, elles vont favoriser un bien-être pour le salarié. A contrario, donc les contraintes de travail, ces mêmes aspects physiques, psychologiques, sociaux, organisationnels, qui vont requérir des efforts psychologiques ou physiques soutenus, au long terme, vont conduire à un mal-être chez le salarié. Si on va plus loin donc dans cette démarche raisonnée, ce que l'on peut voir à travers ce modèle et ce schéma, c'est que les risques psychosociaux intègrent pleinement la qualité de vie au travail, en tout cas dans son évaluation et dans son approche. Pour les risques psychosociaux, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, donc les contraintes de travail. Ces contraintes de travail, elles reposent donc sur un processus en fait d'altération de la santé, qui vont conduire à un mal-être au travail des salariés. Et par extension, donc ce mal-être va se traduire par des attitudes négatives du salarié, comme du présentéisme ou de la procrastination, et des comportements négatifs. Ça peut être, par exemple, des actions de sabotage ou du travail ralenti. Les ressources de travail, quant à elles, donc reposent sur un processus motivationnel qui va engendrer un bien-être et des attitudes positives. Sur ces attitudes positives, on va retrouver des éléments d'implication au travail, d'engagement organisationnel ou encore de motivation au travail. Et puis des comportements positifs comme les comportements de citoyenneté organisationnelle, tels que l'altruisme, l'entraide.
Merci Pierre. Quels sont les outils d'intervention? Attention aux acronymes. Nous allons parler du modèle QRCP et de la boussole QVT et bien sûr du satin. Alors, il existe effectivement un certain nombre d'outils d'intervention pour évaluer la qualité de vie au travail. Et donc, je vais présenter ces 3 outils. Donc, le premier, le questionnaire sur les ressources et les contraintes professionnelles. Donc, c'est un outil d'évaluation essentiellement utilisé à des fins de recherche. Je le détaille ici parce qu'on peut aussi l'utiliser à des fins de diagnostic. Cet outil, il a été validé en langue française par Lecoeur, Gillet, Rago et Foucault en 2013. Donc, il comprend l'évaluation de 7 éléments de ressources au travail. Je vais ici en présenter 3. L'information, c'est-à-dire l'ensemble des informations disponibles sur le travail des salariés, notamment les feedbacks de performance, comme les feedbacks positifs, les félicitations, les encouragements, et les feedbacks qui concernent également les axes de progression que peut acquérir un salarié. La communication, l'accès aux informations sur les enjeux et les fonctionnements de l'organisation. Et enfin, donc, la participation, c'est-à-dire la capacité des salariés à influencer et participer aux décisions sur des questions importantes. On retrouve ici, par exemple, des éléments comme l'achat d'un nouveau logiciel qui va se traduire par des éléments de changement importants dans une entreprise ou l'achat de matériel coûteux. Donc, voilà en quoi les salariés peuvent participer aux grandes décisions du changement organisationnel. Il existe également 7 éléments de contraintes au travail qui sont évalués par le biais de ce questionnaire. J'en présente ici 3. Le rythme et la quantité de travail, c'est-à-dire le sentiment d'avoir trop de travail à faire dans le temps disponible. La charge mentale, l'ensemble des contraintes cognitives qui affectent le processus de traitement de l'information, ce qui va altérer l'attention, la concentration, les capacités de réflexion. L'exemple typique, ce sont les activités coupées, par exemple. Les changements dans les tâches, c'est-à-dire à un moment donné, le fait de passer d'une activité à une autre dans un temps très restreint. Second outil que je vais présenter ici, il ne s'agit pas d'un questionnaire, je vais présenter la démarche. Il s'agit de la boussole qualité de vie au travail qui a été développée par la Haute Autorité de Santé et le réseau ANACT-ARACT. Donc ici, dans cet outil d'intervention, on va voir donc les 6 grandes dimensions qui ont été développées par Diane tout à l'heure, notamment donc le contenu du travail avec les notions d'autonomie, c'est-à-dire la liberté pour le salarié de participer à ces changements dans son travail, en tout cas d'avoir la liberté d'exercer son activité professionnelle du mieux qu'il le pense. La santé au travail avec les risques professionnels, notamment avec le document unique d'évaluation des risques professionnels. L'employabilité, le développement professionnel, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui vont s'inscrire dans le parcours du salarié au sein de l'entreprise avec des axes de formation, son plan de carrière, son parcours, le développement des compétences. La performance et le management avec l'engagement participatif des salariés. Les relations de travail, le climat social, avec des notions assez importantes comme les discussions sur le travail. Encore une fois, la possibilité du salarié de participer donc au changement dans son propre travail. Des notions aussi d'équité et de justice organisationnelle qui vont renvoyer à des éléments comme la transparence des règles au sein d'une entreprise. Et enfin, donc l'égalité des chances, qui va reprendre des éléments comme l'équilibre vie privée, vie professionnelle, avec le droit à la connexion, la diversité, la non-discrimination. Donc cet outil reprend donc les six grandes thématiques de la qualité de vie au travail et donc n'est pas un questionnaire mais plutôt une démarche participative dans le sens où la personne, l'intervenant va animer donc à travers un certain nombre de questions, un corpus de questions autour de ces 6 grandes dimensions. Et donc il va animer des groupes de travail autour de ces 6 grandes thématiques. Là, je prends quelques exemples de questions qui sont dans ces différents corpus de questions. Sur le contenu du travail, par exemple, dans quelle mesure les activités sont-elles plutôt répétitives ou variées? Concernant la santé au travail des salariés, est-ce qu'il existe des moyens de régulation concernant la charge de travail? La performance et le management peuvent être questionnés
sur des éléments comme les critères d'évolution dans la grille de classification. D'autres thématiques, l'employabilité, le développement professionnel. Est-ce que l'établissement, l'entreprise ou l'association encourage la validation des acquis par l'expérience ou la mise en place de congés individuels de formation? Les relations de travail, le climat social. L'établissement favorise-t-il des moments communs, informels, des pauses, des repas ou encore des moments un peu plus symboliques comme les médailles du travail ou encore des processus d'intégration des salariés? Et enfin, l'égalité des chances, la diversité et la non-discrimination. Est-ce que ces valeurs font partie donc des valeurs de l'entreprise? En tout cas, est-ce qu'elles sont affichées? Troisième outil que je vais présenter ici, donc il s'agit du SATIN, donc Santé au travail INRS Université Nancy 2, qui a été développé par Vincent Grandjean de l'INRS et Jean-Luc Cobb de l'Université de Lorraine. Ici, on reprend donc l'idée d'un questionnaire. Et donc, ce questionnaire va permettre d'investiguer les conditions de travail et la santé. Donc, on revient sur des éléments de qualité de vie au travail au sens large, traitant des conditions de travail et des différents aspects de la santé des salariés. Il s'insère dans le cadre d'une politique de promotion du bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux. On l'a vu tout à l'heure, les risques psychosociaux font partie intégrante de la qualité de vie au travail. Et l'objectif, est bien évidemment, est de permettre d'effectuer un diagnostic qui va aider à la mise en place d'une intervention. Je détaillerai tout à l'heure donc quel type d'intervention il est possible de mettre en place dans une entreprise à l'issue d'une évaluation. Donc, ce questionnaire reprend différentes dimensions, assez classiques pour la première, avec l'identification personnelle et professionnelle du salarié. Je précise, ces questionnaires sont anonymes. Donc, ça va reprendre des éléments classiques comme l'âge, le sexe, la santé perçue, donc la façon pour un salarié de percevoir sa propre santé, en tout cas l'évaluation qu'il fait de sa propre santé, sa perception à différents niveaux, niveau physique, psychologique et des symptômes comme des douleurs dorsales, cervicales ou encore le stress. Troisième élément, donc les exigences de travail et les capacités. Donc, les exigences et les capacités vont être mises en relation à différents niveaux. Donc, les exigences et les capacités physiques, cognitives, émotionnelles, l'ensemble des compétences et des connaissances que possède un salarié. L'appréciation donc d'un décalage entre les exigences de travail et les capacités vont permettre d'indiquer si un ou plusieurs salariés se trouvent en difficulté sur certaines dimensions ou au contraire bénéficient, en tout cas s'épanouissent dans le travail. Trois autres dimensions supplémentaires, la perception et l'évaluation de l'environnement de travail, l'environnement physique, les activités professionnelles qui sont intimement liées à des aspects de motivation, d'intérêt que l'on porte pour ces activités professionnelles, son métier, le cadrage de l'activité qui va reprendre des éléments de management et enfin le contexte organisationnel, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui vont régir le travail comme les horaires. Enfin, donc, une partie appréciation générale du travail qui est évaluée par deux items, des attitudes vis-à-vis de l'activité et de la structure. Et enfin, un élément important qui est un module complémentaire facultatif pour les services de santé au travail, qui est à destination du médecin du travail. Vous allez comprendre pourquoi, tout simplement parce que il va y avoir des éléments qui vont se centrer sur les traitements médicamenteux, les arrêts de travail, le suivi médical du salarié. Je vais ici donc vous donner quelques exemples de propositions de ce questionnaire SATIN, notamment dans la santé perçue. Santé perçue, la façon dont un individu, un salarié va évaluer sa propre santé. J'ai des douleurs quand je fais certains gestes ou dans certaines postures. Les exigences de travail et les capacités, donc les deux sont mises en relation. Ici, donc, il s'agit donc des efforts concernant l'attention et la concentration que je dois fournir. Mon travail est facile, difficile. Face aux exigences de mon travail, mes capacités d'attention et de concentration sont insuffisantes ou plus largement suffisantes ou plus que nécessaires. La perception et l'évaluation de l'environnement de travail donc, va reprendre des éléments comme le matériel dont un salarié dispose pour travailler, est-ce qu'il est adapté ou en bon état, l'intérêt qu'il trouve à son travail et à ses activités professionnelles, la liberté
qu'il a dans la manière de réaliser son travail, qui renvoie donc à la notion d'autonomie. L'appréciation générale du travail, donc j'aime mon travail, globalement, je me sens bien dans l'entreprise. Et le module complémentaire facultatif pour les services de santé au travail, je l'ai dit tout à l'heure, reprend des éléments comme le traitement médicamenteux. Merci Pierre. Comment peut-on agir sur la qualité de vie au travail et quel est le champ d'intervention des services de santé au travail interentreprise? Alors effectivement, donc l'action de qualité de vie au travail, repose donc en tout cas il s'agit là donc des missions de conseil et d'intervention des services de santé au travail. Donc on touche au cœur des missions des services de santé au travail. Donc, il existe plusieurs étapes de la mise en place de la démarche QVT à l'action, au plan d'action, que je vais détailler de manière plus précise. Souvent, donc, la démarche qualité de vie au travail part à un point de départ qui est la sollicitation du médecin du travail, qui peut être faite par l'employeur ou le conseil social économique. Et donc, le médecin du travail également va pouvoir proposer d'initier une démarche qualité de vie au travail. Donc, là, on peut comprendre que l'employeur peut être à l'initiative de cette démarche. Le médecin du travail peut aussi proposer donc une évaluation dans le domaine de la qualité de vie au travail. En tout cas, un travail plus fouillis sur cette démarche. À l'issue donc de cette sollicitation, on organise des réunions préparatoires qui consistent dans un premier temps à analyser la demande de l'employeur ou du conseil social économique. On va identifier les raisons qui sous-tendent la démarche qualité de vie au travail. Il n'est pas rare que cette démarche qualité de vie au travail repose en tout cas sur une évaluation des risques psychosociaux, en tout cas la présence de risques psychosociaux. Mais un employeur peut également initier cette démarche qualité de vie au travail tout simplement dans l'optique d'améliorer les conditions de travail des salariés. Au cours donc de ces réunions préparatoires, il convient de définir un comité de pilotage, les différents acteurs de la démarche QVT qui va y participer, les moyens d'action, le type d'intervention et les méthodes retenues. Quand je parle de type d'intervention et de méthode, je fais référence aux différents outils que j'ai détaillés tout à l'heure. Il en existe aussi d'autres. Et un calendrier de mise en œuvre. Donc, à l'issue de ces différentes démarches préparatoires, il convient de mettre en place l'évaluation. Donc, on procède à une évaluation. Souvent, il s'agit donc de l'intervention du psychologue du travail, en tout cas au service de santé au travail des Ardennes, c'est ce que je suis amené à réaliser. Et donc, ce travail d'évaluation peut être fait de manière conjointe avec des acteurs des ressources internes aux entreprises, comme les chargés de ressources humaines, les personnes chargées d'hygiène, sécurité et de l'environnement, qui vont être à même d'utiliser les différents outils et les méthodes d'intervention. Quand je parle méthode aussi, on va faire référence aux entretiens d'évaluation. Nous réalisons donc à l'issue de cette évaluation une restitution, un compte-rendu à destination des membres du comité de pilotage et aux salariés. Et enfin, donc, à l'issue de cet échange, à l'issue de cette restitution, donc souvent, les préconisations et les recommandations qui sont apportées par les services de santé au travail sont discutées. L'accompagnement donc de la qualité de vie au travail a déjà été mené par le service de santé au travail des Ardennes, en tout cas dans ses différentes formes auprès de différentes institutions. Donc nous sommes déjà intervenus donc dans la fonction publique territoriale, hospitalière, des entreprises industrielles, des domaines de la petite enfance ou encore des associations. Ce que je veux dire par là, c'est que cette démarche qualité de vie au travail peut s'inscrire en fait dans différentes structures, quel que soit son champ d'activité. Dans l'évaluation, par exemple, donc nous avons pu formaliser un certain nombre de préconisations et de recommandations, notamment, par exemple, la réduction de symptômes physiques et psychosomatiques. Nous avons pu étudier dans certaines structures qu'il y avait des manutentions fréquentes ou des activités interrompues qui pouvaient constituer des facteurs de stress et d'épuisement auprès de certains salariés.
Ce qu'on a pu conseiller, donc, c'est d'avoir une réflexion collective sur la réduction des manutentions, l'amélioration de l'environnement de travail, des processus de planification du travail, des activités professionnelles et l'amélioration de communication interservices. Ici, donc, je le précise, les actions qu'on peut conseiller dans un premier temps sont sont assez larges et elles le sont volontairement. Je vais expliquer pourquoi juste après. Ce qu'on peut attendre en termes de résultats quand on va traiter de ces actions, c'est bien évidemment la diminution du risque d'apparition de symptômes physiques qui vont se traduire par des retards, des conflits, des arrêts de travail ou de l'épuisement professionnel. Donc l'objectif, il est bien évidemment de réduire ces différents éléments qui vont intervenir dans le travail, en tout cas le pénaliser. Autre exemple, qui était dans un autre domaine, notamment l'amélioration de la gestion des ressources humaines et le management des salariés. Les salariés ici donc souhaitaient améliorer le sentiment d'être considérés, bien traités, améliorer la clarté des informations sur le travail et bénéficier davantage de soutien moral de la part de leur hiérarchie. Ce que nous avons pu conseiller en termes d'action ici était de développer les pratiques de retour sur le travail, les fameux feedbacks que j'évoquais tout à l'heure, les feedbacks positifs, comme à un moment donné les encouragements. Améliorer donc l'écoute des salariés, renforcer la politique d'avancement et l'évolution de carrière, notamment par le biais d'actions de formation ou encore améliorer la rémunération. Ce qu'on peut attendre de ce type d'action, c'est d'améliorer les rapports internes, éviter les conflits et favoriser des variables comme la motivation ou l'investissement au travail. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous intervenons dans l'évaluation, mais une évaluation seule n'est pas suffisante. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de suffisant, en tout cas de satisfaisant en matière de QVT, puisqu'il faut que ça se traduise en action. Et donc, à la suite de cette évaluation, nous accompagnons les entreprises dans l'élaboration du plan d'action. Quelques exemples de plans d'action que nous avons pu mener. Donc, ils sont menés essentiellement à travers des groupes de discussion thématiques qui font participer des salariés volontaires. Et à travers donc ces groupes de discussion thématiques, nous avons pu laisser la place à la parole des salariés qui souhaitaient s'exprimer, notamment sur des éléments comme le matériel, en tout cas avaient la volonté et le souhait d'utiliser un matériel plus adapté, en tout cas le renouveler, afin d'éviter donc des gestes et des postures, je dirais, délicates, en tout cas qui entraînaient des difficultés physiques. Être formé à des gestes et des postures de travail, être accompagné au changement de pratique. Donc, ces changements de pratique peuvent être faits avec l'accompagnement d'un formateur, tout simplement, ou encore avoir des espaces de rangement supplémentaires. L'amélioration du sentiment d'être bien considéré, bien traité, qui vont à un moment donné sous-tendre, en tout cas favoriser l'implication et l'engagement des salariés. Donc ici, les salariés ont pu donc s'exprimer sur leur souhait de participer aux échanges, aux informations pertinentes pour organiser le travail, donc essentiellement la mise en place de réunions de travail. Au processus de prise de décision, être entendu et écouté dans leurs besoins, leurs attentes pour mener leur propre travail, avoir des moments de convivialité, comme des médailles de travail, des remises de médailles, des pots de départ ou encore élaborer un processus d'intégration des nouveaux salariés. Donc, je l'ai dit, je viens de l'expliquer, la démarche QVT, c'est une évaluation, c'est l'élaboration d'un plan d'action. Et donc, dans le cadre de la mise en place de ces groupes de travail QVT, ces différents groupes de travail vont, à un moment donné, faire intervenir différents acteurs, des acteurs internes que j'ai cités tout à l'heure, les chargés de ressources humaines, par exemple, ou l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail, dont je fais partie, dont les psychologues font partie, mais il en existe évidemment d'autres, comme les ergonomes, les toxicologues industriels ou les personnes, donc les techniciens hygiénistes, qui vont pouvoir à un moment donné participer de manière active à l'élaboration du plan d'action, avec les outils dédiés que l'on peut utiliser, essentiellement des groupes d'échange thématiques.
À l'issue donc de ce travail de réflexion, il convient donc de valider ce plan d'action par la direction ou par le Conseil social économique et d'établir un calendrier de mise en œuvre. Bien évidemment, mettre en place ces actions en poursuivant l'accompagnement au changement, parce qu'il est important d'accompagner les salariés dans les différentes actions à mettre en place, tout simplement parce qu'il peut y avoir des régulations sur les différentes actions. Et enfin, évaluer les bénéfices de cette démarche qualité de vie au travail par des indicateurs qui auraient été préalablement déterminés, qui peuvent être notamment donc le nombre et la durée des arrêts maladie, le nombre d'accidents de travail, le turnover, la performance à différents niveaux, la qualité d'une productivité, la qualité de soins, la satisfaction des clients, le nombre de retours à SAV, tout ça peuvent être des indicateurs que l'on peut entrer dans l'évaluation pour mesurer les bénéfices de la qualité de vie au travail. D'autres variables peuvent être intégrées à cela, donc des mesures de satisfaction des salariés, notamment comme l'engagement, l'implication ou la motivation au travail. Merci Pierre, quel vaste sujet que celui de la qualité de vie au travail. Hein. Une vraie démarche globale et dans le temps, comme le disait Diane tout à l'heure pour faire la transition. Alors quels sont les autres partenaires, quels sont les autres institutionnels qui œuvrent à côté des services de santé au travail sur ce sujet ? Plusieurs, notamment les administrations publiques de un partenaire essentiel, je dirais aussi également, c'est le réseau ANACT-ARACT, qui sont quand même fondateurs aussi de ces démarches de qualité de vie au travail. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, donc la DIRECT. Bien sûr, l'agence régionale de santé Grand Est, donc l'ARS. On retrouve également le CROCT, donc c'est le Comité régional d'orientation des conditions de travail. En fait, le CROCT est une instance consultative qui est composée de membres donc, des administrations régionales de l'État, des partenaires sociaux et des organismes préventeurs, comme les services de santé au travail également. Donc, on fait partie effectivement de ce CROCT-là. Et ce CROCT est chargé de participer à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, sécurité au travail et des conditions de travail. Ils sont à l'initiative d'ailleurs d'un plan régional de santé au travail 3 et la qualité de vie au travail est travaillée justement par un groupe de travail du plan régional de santé au travail 3. Donc on voit bien effectivement tout l'investissement des différents partenaires. D'autres organismes de prévention, nous avons la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, la CARSAT, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, l'OPP-BTP, l'Institut national de recherche et de sécurité, donc l'INRS. Et bien évidemment, on retrouve aussi des partenaires essentiels, les partenaires sociaux, les organisations syndicales patronales, donc MEDEF, la CGPME, l'Union des entreprises de proximité, l'UDEF et la FNSEA, et les organisations syndicales représentant les salariés, avec la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, FO et la CGT. Donc, on voit bien que tous ces partenaires sont importants aussi et on travaille vraiment de concert pour initier des démarches de qualité de vie au travail, pour sensibiliser les entreprises à ces démarches de qualité de vie au travail. Alors, en conclusion, ce qu'on voulait que vous reteniez de cette présentation, c'est vraiment ce qui fait le succès en fait d'une démarche de qualité de vie au travail, c'est qu'il faut que ça soit une démarche globale, réalisée en concertation et participative. Et ce succès-là va permettre du coup de faire quoi? Il y aura des bénéfices forcément d'initier une telle démarche en termes d'amélioration du climat social de votre entreprise, de la performance économique de votre entreprise également, et forcément la satisfaction aussi des employeurs et des salariés. Donc j'allais dire, c'est vraiment ces points-là qui sont importants et que nous voulions vraiment que vous reteniez effectivement par rapport à cette présentation.
Merci Diane et merci Pierre pour ce webinaire très complet sur la qualité de vie au travail. Je reprends la parole pour vous indiquer que d'autres webinaires, d'abord que ce webinaire-là sera disponible en replay et son support de présentation seront téléchargeables sur les sites internet. Si vous voulez bien passer à la diapo suivante, Diane. Sur nos sites internet, merci. Et un certain nombre de webinaires sont disponibles en replay qui viennent compléter les propos d'aujourd'hui sur la QVT, notamment un webinaire sur l'impact psychologique et psychosocial de cette crise. Un webinaire également sur, vous êtes tous chefs d'entreprise ou bien salariés, sur la responsabilité de l'employeur en matière de santé, sécurité, travail. Un webinaire animé par Maître Cohen, donc avocate spécialisée sur le sujet. Webinaire également sur le télétravail. Et on a vu à quel point le télétravail a impacté notre manière de travailler brutalement. Un webinaire sur les masques, puisque le masque reste, le port du masque, reste plus que jamais d'actualité. Donc, merci de le porter correctement. Et dans ce webinaire-là, on vous dit comment le faire. Webinaire également sur la mise à jour du document unique. On en a parlé aussi durant ce webinaire-là. Donc, ce webinaire fait le point sur ce que vous devez faire pour la mise à jour de votre DU. Et puis un webinaire sur le référent Covid qui a eu lieu cette semaine aussi, le référent Covid qui est apparu avec cette crise-là. D'autres webinaires également que vous retrouverez notamment sur les sites d'ast67.org et sur les sites d'agestra.org, mais aussi sur les sites des services de santé au travail de la région. Voilà ce que je pouvais dire sur les webinaires. Je vais maintenant me faire l'écho de quelques-unes de vos questions auprès de Diane et auprès de Pierre. Alors, une question a été posée pour préciser ce que veut dire le travail empêché. Est-ce que vous pouvez, l'un ou l'autre, refaire un focus là-dessus? Diane ou Pierre? Pierre, si tu veux répondre. Alors, concernant le travail empêché, je l'ai vu dans les questions, je regardais attentivement les questions qui circulaient. Effectivement, les notions de travail empêché vont reposer sur un certain nombre d'éléments. Par exemple, si on fait référence, je prends différents axes parce que c'est une question assez large en fait, mais on peut reprendre quelques éléments du stress. Le travail empêché peut être à un moment donné le fait qu'un salarié est coupé régulièrement dans ses activités professionnelles, donc ils veulent l'empêcher à un moment donné de pouvoir mener à bien ses différentes activités lorsqu'il est coupé régulièrement dans ces activités. Je parlais tout à l'heure des activités interrompues qui pouvaient constituer des éléments de stress, mais empêcher aussi ça peut aussi se centrer sur des éléments de qualité. À un moment donné, on peut exiger d'un salarié qu'il réalise un travail et ce travail, on peut lui demander par exemple de mener un travail qui n'est pas conforme à la qualité que souhaite mettre un salarié dans la production en fait. Donc l'activité empêchée peut se traduire par ces différents éléments. Il en existe d'autres. Je pense que la question elle est très large et peut vraiment reprendre et reposer en termes d'explication sur de nombreux éléments. Qu'on prenne appui sur du stress ou sur la qualité de travail, le sens que l'on peut y mettre. Merci Pierre. Oui, il n'y a pas de réponse rapide, concise sur ce genre de sujet. D'abord, c'est contextuel, j'imagine. Et puis, j'imagine que la réponse est plus simple dans le dialogue que comme ça dans le question-réponse. Alors, une dernière question avant d'en finir avec ce webinaire, une question d'Amélie qui demande si la QVT doit être intégrée dans le document unique d'évaluation des risques. Et si oui, comment s'y prendre? C'est une bonne question. En fait, je pense que c'est le document unique, c'est les risques professionnels. Donc, ça va être forcément par le biais des risques psychosociaux et vous allez toucher forcément à des notions de qualité de vie au travail. Donc, la qualité de vie au travail en tant que telle,
Je dirais non, mais par le biais des risques psychosociaux, oui, puisque effectivement, ils font partie du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, vous avez cette obligation, oui, de les faire figurer au niveau des risques psychosociaux. Tout à fait. Je me permets peut-être de préciser ce qui est important ici dans une démarche qualité de vie au travail. Hein, donc on l'a vu dans l'évaluation et surtout à l'issue de cette évaluation, un plan d'action. Ce qui peut être intéressant d'indiquer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce sont les différentes actions qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de travail. On l'a vu, la qualité de vie au travail, ça peut concerner l'environnement physique de travail, ça concerne les risques psychosociaux. Donc, on peut très bien introduire dans le document unique des actions précises pour traiter de ces différents éléments. Merci de ces précisions. Juste avant de conclure définitivement, j'ai lancé 4 questions dans la partie sondage. Si vous voulez bien prendre le temps de répondre à ces questions avant de nous quitter. Il me reste à remercier Diane Leterrier, à remercier Pierre de Monceau, à remercier Déborah Rotelot et à remercier Frédéric Gallois et puis vos services de santé du Grand Est pour votre participation et pour l'animation de ce webinaire d'une grande qualité. Merci à vous. Je remercie les participants à ce webinaire. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.